Lectrice sauvage. Lectrice sauvage. Lecture sauvage. Une lectrice boulimique. Carnivore peut-être. J'adore toucher les livres. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild. Alors Eva Bester, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir pour ce nouvel épisode de Stay Wild Keep Reading. Moi aussi, je suis très heureuse d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. On se connaît un peu. Oui, on a fait quelques fois des apparitions ensemble. Ouais, de belles apparitions très tôt sur le projet. Vous êtes une des premières personnalités que j'ai interviewées. Avec évidence, parce que je crois que vous êtes une immense lectrice. Et je vais vous poser la question traditionnelle. La première du podcast, c'est Eva Bester, quelle lectrice êtes-vous ? Alors, je suis une lectrice maladive, frénétique, obsessionnelle, compulsive. Et voilà, si j'avais là un dictionnaire des synonymes, je pense que je les ferais tous. Je lis tout le temps. Je lis évidemment pour les émissions de radio. Ouais. Et en dehors, parce que je ne peux pas ne lire que pour le travail. Donc je lis dans les salles d'attente, je lis dans le métro, je lis forcément avant de dormir. Je lis tout le temps, dès que je peux. Les livres, ce sont vos meilleurs compagnons, en fait. Ah oui, vraiment. Vraiment. Depuis toujours ? J'ai toujours adoré lire, ouais. Je me souviens de la griserie, quand j'étais petite. C'est l'école qui nous avait emmenés dans une bibliothèque municipale pour enfants, à l'Heure-Joyeuse. Et puis c'était incroyable pour moi d'avoir une carte de bibliothèque et de pouvoir prendre 10 ouvrages qu'on connaissait pas et de pouvoir les rapporter chez soi. On avait l'impression d'avoir des trésors. C'était fou. Mais vous aviez des livres à la maison ? Oui, mais beaucoup moins qu'à la bibliothèque. Et alors, c'est quoi les premiers livres que vous avez ramenés de la bibliothèque qui vous ont marqué, dont vous vous souvenez aujourd'hui ? Non, je me souviens pas vraiment. Peut-être que c'était PEF était très à la mode, Le Prince des mots tordus, donc je pense que j'ai lu beaucoup ça. J'ai pas été élevée avec les livres de Claude Ponty que j'ai découverts à l'âge adulte, bizarrement. Parce que je sais qu'ils sont très répandus chez les enfants. Non, je me souviens que j'avais un album que j'ai essayé de retrouver plus tard et j'ai jamais pu le retrouver, où c'était un poulpe qui s'appelait Octave, je crois. Un petit poulpe très mignon dans l'océan qui... Enfin voilà, un poulpe assez serviable et cordial comme beaucoup de poulpes. Et vraiment, il participait au bonheur de son environnement, mais c'était des belles couleurs. Mais c'est tout ce dont je me souviens. Oscar Wilde, c'est à la bibliothèque municipale que vous l'avez découvert ? Non, Oscar Wilde, c'était vers l'âge de 10-11 ans, hélas. Je dis hélas parce que c'est un des livres qui m'a le plus marqué. C'est sans doute le premier roman pour adultes que j'ai lu. Ouais. Il m'a marqué, émerveillé, traumatisé. Le portrait de Dorian Gray. Le portrait de Dorian Gray. J'ai fait ensuite mon mémoire de fac d'anglais sur ce livre. Et pour moi, il y avait tout dans ce livre. En fait, c'est à la fois un livre humoristique, parce qu'avec tous les mots d'esprit de Lord Henry, qui est le dandy absolu. C'est un livre fantastique. Ouais. C'est un livre philosophique. Il y a tout dedans. Pour moi, c'est un roman absolu. Je le trouvais extraordinaire. C'était un dandy incroyablement élégant, très érudit, intelligent, avec beaucoup d'esprit, avec une vraie sensibilité humaniste. C'était mon idole. Enfin, vraiment, j'étais amoureuse de lui. C'était pas réciproque, évidemment, mais enfin, esthète. Il avait l'air d'être une belle âme. Il avait l'air d'être un chic type. Et il a fini de façon absolument tragique. Ouais. Seul, ouais. C'est à cause de lui que je déteste Gide. Parce que je sais qu'à la fin de sa vie, Gide, qui pourtant l'avait déjà fréquenté et l'avait en amitié, l'a ignoré dans une rue de Paris en le voyant sur le trottoir. C'était l'époque de la... Voilà, il était en état de disgrâce et il l'a même pas salué.
Puis en plus, il y a un autre truc qui fait que je déteste Gide, c'est que il dit par contre au lieu de en revanche. C'est l'un des rares défenseurs du par contre le en revanche. C'est important, ça, le vocabulaire, pour vous. Très très important. Oui, depuis toujours, je peux vraiment me réjouir de façon folle pour un mot, pour la sonorité d'un mot, pour sopalin, eucalyptus, waffle en anglais, gaufre, flagada. Voilà, ça m'enchante. Je sais que par rapport à votre émission Remède à la mélancolie, c'est une des premières choses que vous aviez faites, je crois, de regarder toute la sémantique, tout le vocabulaire, justement par peur de se répéter ou... Exactement, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des tics de langage à la radio, surtout que l'émission a duré quand même 8 ans. Ouais. Donc parler de mélancolie pendant pendant 8 ans sans épuiser le sujet, c'est un peu difficile. La première chose que j'ai faite avant de commencer, c'est que j'ai regardé tous les synonymes de mélancolie. Et il y avait des choses très très belles. Il y a Vagala, mais toutes les choses qu'on connaît. Mais il y avait la noirceur, la sombreur. J'avais découvert ce mot sombreur. Je trouve ça très beau. Ce serait quoi pour vous la sombreur alors, si vous deviez la définir? C'est quelque chose de très familier. La sombreur, c'est simplement ce qui est sombre. Hein. C'est la noirceur, les ténèbres intérieures. Mais ces ténèbres intérieures, finalement, vous les avez rencontrées tôt? Ouais, mais c'était pas une rencontre, c'était un viol. Pas vraiment. Je pense que si vraiment il m'avait proposé un rendez-vous, je n'y serais pas allée en fait. C'était vraiment de force. Et ils m'ont toujours accompagnée. C'est très dur pour moi de dire des choses au premier degré profondes sans rigoler parce que j'ai toujours envie de faire des blagues pour m'échapper évidemment par pudeur. Et donc là je suis très premier degré, là on dirait Paolo Coelho. Non mais oui, ils sont toujours là quoi. J'ai essayé de les fuir vraiment de façon privée et publique pendant des années. Ouais. J'y arrive pas terriblement. Est-ce que les livres vous aident, sont vraiment des compagnons par rapport à ça? Oui, vraiment. Vraiment. Et les livres, je pense que c'est le seul endroit où je tolère la tristesse. Comme je suis facilement atteinte par les choses tristes, je les fuis frénétiquement. Donc un film triste, par exemple, je vais pas le voir. J'ai raté la plupart des chefs-d'œuvre parce que j'ai la flemme d'être triste. Je peux pas, ça va me faire pleurer. J'ai vraiment pas envie. Mais en littérature, c'est le seul endroit où je tolère la tristesse. Parce que c'est tellement puissant, c'est tellement beau. C'est pour moi le domaine le plus important, c'est la littérature. Oui, vous le dites souvent, même par rapport aux autres arts. Si vous deviez vraiment, vous pourriez abandonner le cinéma, la peinture, mais pas la littérature. Ouais, je pourrais les abandonner à regret et ce serait terrible. Il me manquerait terriblement, mais et puis il y a rien de plus puissant que le cinéma, qui est vraiment le mélange de beaucoup d'art justement. C'est beaucoup plus facile d'être puissant au cinéma, c'est beaucoup plus facile d'être puissant dans une chanson, parce qu'il y a quelque chose d'organique avec le son, avec les images. Mais la littérature, en fait, donc ça l'est moins souvent en statistique, mais quand ça l'est, pour moi, rien n'équivaut à la littérature. Quand ça l'est, alors par exemple, vous pensez à quel auteur? Il y en a tellement. Flaubert, l'un de mes chouchous. Flaubert, j'ai l'impression que c'est le plus grand artisan de la langue, le plus grand orfèvre de la langue. Quand on lit sa correspondance, on voit que c'était tout le temps une souffrance. Il en pleurait, il s'arrachait les cheveux, il fait que se plaindre tout le temps. Donc déjà, j'adore ça. Et puis sa langue est sublime. Vraiment, toutes les phrases sont travaillées. C'est véritablement un travail d'orfèvrerie. Ces brouillons sont incroyables. Hein. Moi aussi, incroyable. je me suis beaucoup intéressée. Oui, mais alors ce qui est terrible, c'est qu'un jour, donc j'ai la Pléiade de Flaubert. J'ai très peu de Pléiades, mais bon, Flaubert, je l'ai. Et puis un jour, je lis un texte qui était pas terrible sur Napoléon, je crois. Et je me dis, quand même, c'était dans les textes de jeunesse. Et je me dis, quand même, il a quand même fait un texte moyen. Ça me fait plaisir, il n'a pas toujours été un génie. Et puis ensuite, la note en bas de page dit « Ce texte a été composé vers l'âge de 9 ans. » C'est génial. Et au-delà de la correspondance, il y a Madame Bovary. Madame Bovary, extraordinaire. Bon, il y a tous les autres, évidemment, mais Madame Bovary, en fait, c'est pas du tout original de dire qu'on aime Madame Bovary, mais vraiment, chaque ligne est une claque. Si, ça peut l'être quand même, hein. C'est ça, un ouvrage qui, à l'école, parce que souvent quand même, ça fait partie du cursus, il y a plein, moi je me souviens, plein de jeunes qui passent à côté totalement de ce livre. Quand j'ai essayé de le lire à l'école, je suis passée à côté. Ouais. C'était trop tôt. Et je l'ai lu à l'âge adulte par choix. Et c'était vraiment
un émerveillement absolu. Mm. Il y a des phrases que j'ai relues des dizaines de fois, en fait, tellement il y avait presque une magie de l'agencement des mots. Je me souviens encore d'une métaphore vraiment qui m'a marquée, où il parle de quelqu'un qui, je crois, fait une syncope, et il parle du bleu de l'iris de son œil qui disparaît dans le blanc de l'œil, et il compare ça à un pétale de bleuet dans un verre de lait. Mm. Alors qu'il est très avare de métaphores en plus, Flaubert, mais cette image est magnifique. Vous avez tout lu de Flaubert? Heureusement. Je m'en garde parfois parce que je sais qu'une des raisons de rester en vie vraiment très forte, c'est tous les livres qui restent à lire. Et lire, justement, ça vous aide face à la mort, au tragique, vraiment? C'est ambigu, le rapport à la lecture, parce que parfois, ça aide évidemment de fréquenter des morts de haute qualité. Ouais. Parce que pour moi, c'est le meilleur de chaque être. C'est un livre. Évidemment qu'il y a beaucoup de livres qui n'auraient jamais dû sortir, mais un livre, c'est quand même un cadeau de mort. C'est-à-dire que la personne a pris ce qu'il y avait dans sa tête, elle a essayé de sortir le plus beau, d'extraire le plus beau de ce qui existait dans son esprit, et elle l'a agencé, mis en forme. C'était un travail souvent éreintant. Et elle nous fait ce cadeau, qui reste après pendant des siècles. Je trouve ça magnifique comme idée. Oui, Et c'est très joli. Vous dites souvent, effectivement, Ouais. c'est les cadeaux des morts. Ouais. Et en même temps, lire, on pourrait se dire, bon, mais qu'est-ce que je fous à lire pendant des heures et des heures et des heures, des milliers d'heures, peut-être plus, alors que peut-être que je vis pas en fait pendant que je lis. Peut-être que je rate quelque chose, mais en même temps, C'est une sensation que vous avez? non, c'est une interrogation que j'ai déjà eue, mais c'est plutôt le contraire. Moi, ça peut m'arriver d'être à un dîner et de m'ennuyer tellement que je me dis, oh là là, dire que je pourrais être avec Dostoïevski ou Sioran, là, et... et je parle de choses vraiment sans intérêt. Mais c'est vraiment comme des conversations, hein. Mais oui, des conversations qu'on peut poursuivre quand on veut. Ouais. C'est délicieux, en fait, vraiment. Moi, j'aime bien quand vous parlez de Pérec. Ah bon? Mais alors, Pérec, il fait pas du tout partie de mes auteurs favoris. Ouais. Pérec, je l'admire pour une chose, c'est que quand on sait pas décrire quelque chose, Pérec, lui, il sait. J'ai jamais vu un type qui avait autant de vocabulaire de ma vie. Et parfois, je vois, par exemple, là, on est dans un cinéma, Ouais. quand je lève la tête et que je regarde... Alors voilà, moi, comment je le décrirais, je dirais que c'est un énorme rectangle noir accroché à des chaînes au plafond. Et je pense que c'est pour la réverbération du son qu'il y a ça. Ouais. Bah, Pérec, lui, il connaîtrait le vocabulaire exact pour décrire ce grand rectangle noir feutré avec des petits clous. Et voilà, alors que moi, j'ai l'air illettré. Bah, lui, vraiment, il dirait les mots exacts. Et puis, il y a L'homme qui dort, évidemment, Ouais. d'un type dépressif. Moi, dès qu'il y a un type dépressif, je me sens un peu moins seule. Mais sinon, en fait, Pérec, c'est pas un de mes favoris. Alors, parlons d'un de vos favoris. Il y a Bret Easton Ellis, il y a Houellebecq, il y a Sioran. À quel âge vous les rencontrez, ces auteurs-là? À l'âge adulte, par exemple, je sais pas, Huysmans, c'est l'un de mes chouchous. Ouais. Huysmans, il est extraordinaire, Huysmans. C'est pareil, il a une langue d'orfèvre comme Oui. Flaubert, mais beaucoup plus précieuse. Il est décadent, je l'adore. Enfin, il est décadent dans Un rebours, parce que ça n'a pas toujours été le cas. C'est une merveille, un C'est robot. une merveille. C'est un de mes livres préférés, c'est sublime. Moi Et aussi. à rebours, ça peut pas laisser indifférent. C'est-à-dire, soit on s'ennuie pendant tout le livre et on comprend rien, parce qu'il faut avoir un dictionnaire pour comprendre tous les mots, soit on est bouleversé de beauté. Ça vous a donné envie d'écrire, de lire tous ces auteurs? Oui, mais j'ai un problème avec l'écriture, c'est que je prends très peu de choses au sérieux dans la vie. Parce qu'en plus, je trouve que dès qu'on prend quelque chose au sérieux, ça devient grotesque. Mais il y a un endroit où j'ai peu d'humour, c'est en littérature et en écriture. Et j'ai trop d'écrivains que j'admire Ouais. pour trouver grâce à mes yeux, moi, quand j'écris. Donc j'ai déjà écrit quelques trucs, mais pour moi, en fait, j'ai une métaphore pour l'écriture, c'est toujours la même depuis des années, c'est que quand on a une idée en tête, c'est du Chateaubriand, et dès qu'on la couche sur le papier, ça fait le bruit d'un coussin péteur. C'est vraiment ça, tout le temps. C'est très ingrat, c'est humiliant, et puis il y a quelque chose de rassurant dans le fait de pas faire, puisqu'on se dit toujours, quand j'écrirai, ça pourrait être merveilleux, puisque ça reste dans la tête, c'est une idée, puis dès qu'on le fait vraiment, on se rend compte que c'est que ça, qu'on n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on imaginait, donc c'est une leçon d'humilité, mais c'est très humiliant quand même. Être à la hauteur de soi-même, c'est quelque chose d'important pour vous. Ouais, je suis pas à la hauteur de moi-même.
Je pense que c'est ça le pire, en fait. On pense que dans la vie, on est décevant ou on est triste parce que on n'est pas à la hauteur de ce qu'attendent les autres. Mais je crois que le pire de tout, c'est de pas être à la hauteur de soi-même. Et je suis pas encore à la hauteur de moi-même, mais j'y travaille. Ce serait quoi être à la hauteur de vous-même? Ben, il y a déjà quelques qualités que j'apprécie quand même. Je suis un chic type. Plutôt du genre chevalier. Enfin, je suis très loyale, très honnête, très sincère. On peut compter sur moi, je suis fiable. Ouais. Donc ça, c'est sympa. J'aimerais bien être amie C'est des bonnes valeurs. avec moi pour ça. Mais non, mais je veux dire, je suis hyper sensible. C'est très, très chiant. Moi, ça m'ennuie profondément. Ça m'a permis de faire des choses, sans doute, les émissions et tout ça. Ouais. Mais à vivre au quotidien, c'est vraiment assez désagréable et pénible. Pour moi, hein, parce que j'essaye de garder un semblant d'élégance en public. Avec les gens, je leur fais pas porter le poids de ça. Mais ça m'ennuie vraiment. Ça m'ennuie, il y a plein de choses que j'aimerais faire, que j'ai pas encore eu le temps de faire, et que je me déçois de pas faire. Je vais pas rentrer dans les détails, parce que je suis pudique, mais voilà. C'est intéressant cette hypersensibilité, parce que peut-être justement, dans les livres, quand vous êtes en train de lire, elle est plutôt positive. Je trouve ça très difficile en fait d'habiter le monde, je trouve ça très difficile de côtoyer les autres. Tout heurte. Mais ce qui me rassure, c'est que plus je connais les gens, plus je me rends compte que c'est assez répandu finalement. Et que, bon... Alors il y a des gens qui sont beaucoup plus légers. Enfin moi j'ai de la légèreté hein, aussi. J'ai vraiment les deux en fait. Mais dans la façon d'habiter le monde et dans les rapports aux autres, oui c'est vrai que c'est plutôt tout de suite assez intense. Pas fusionnel et tout ça, j'ai une bonne distance assez équilibrée, mais je veux dire, je vais difficilement parler de la pluie et du beau temps pendant des heures. C'est-à-dire au bout de 5 minutes, on peut parler du suicide. Et en même temps, ça crée des liens et ça fait aussi le tri. Bah ouais. Mais je sais pas, en fait, je suis en train de m'éparpiller là, mais je sais pas. Aidez-moi, remettez-moi sur les rails, parce que quand on me remet pas sur les rails, je vais dans tous les sens. Bah non, mais c'est intéressant. C'était effectivement intéressant de voir peut-être si les livres étaient aussi peut-être un refuge ou un endroit où vous vous Les sentiez... livres sont totalement un refuge. Mais c'est rassurant, mais c'est toujours la même chose en fait. On a envie d'aller vers le monde et de se frotter à lui. Et finalement, il n'y a que ça de vraiment intéressant qui fasse vraiment vibrer l'interaction avec les autres. Et puis en même temps, c'est ce qu'il y a de plus douloureux au monde. C'est la plus grande source de joie peut venir de là, et puis la plus grande source de souffrance peut venir de là. Et en même temps, on ne va pas s'enfermer chez soi et lire toute la vie. On ne prend aucun risque. Et à partir du moment où on fait quelque chose, on prend des risques. C'est ça qui est intéressant aussi. Est-ce que quand vous lisez les auteurs que vous aimez, vous avez l'impression justement de lire d'autres hypersensibles? Oui, j'adore, bien sûr, Flaubert, je l'adore. Quand je lis le journal de Kafka, à n'importe quelle page du journal de Kafka, il va mal. Et il va toujours plus mal que vous. Et ça, j'adore. Sioran, c'est pareil. Ouais. C'est des écorchés vifs heurtés. La différence avec moi, c'est qu'ils ont fait une œuvre et qu'ils ont du talent et que ce sont de grands écrivains. Mais en tout cas, moralement, je me sens beaucoup moins seule. Quand vous dites la différence avec moi, ça me fait penser aussi à Léon Spiliart. Oui, ce peintre votre merveilleux. Ouais, sur lequel vous avez produit un merveilleux essai. Vous disiez un peu la même chose, Frères de Noir, sauf que lui, il a réalisé une grande œuvre. Bien sûr, parce qu'en fait, c'est très prétentieux de dire nous sommes frères de Noir. Moi, je voulais seulement dire, par exemple, souvent on me dit que je ressemble à Woody Allen dans l'humour, Tout à fait. dans l'absurde. Ouais. Mais en fait, et donc ça me flatte, mais c'est très prétentieux de dire j'ai un truc en commun avec Woody Allen, donc je précise quand même d'emblée, c'est très flatteur, et je pense surtout que j'ai l'hypocondrie et les névroses en commun avec lui, quoi. Vous l'avez lu? Mais je l'adore, c'est un de mes remèdes à la mélancolie absolue. Ouais. Alors je sais qu'il n'est pas de bon ton aujourd'hui de faire l'éloge de Woody Allen, mais je le fais quand même parce que, comme Polanski, dont j'aime énormément de films, notamment la trilogie des appartements, la trilogie horrifique, et voilà, quoi qu'il arrive, j'ai pas du tout envie de me prononcer sur l'actualité, mais ça n'empêche pas que ces films ont beaucoup compté pour moi. L'œuvre, ouais, vraiment. Et je pense aussi que l'œuvre est supérieure aux hommes. Et Woody Allen, ses premiers écrits pour en finir une bonne fois avec la culture, je crois que j'ai déformé le titre, et Dieu, Shakespeare et moi, mais je riais à voix haute dans le métro en les lisant. C'est rare de rire à voix haute en lisant. C'est une question que j'allais vous poser. Voilà. Est-ce qu'il y a des livres qui vous font rire? Est-ce que vous riez souvent en lisant? C'est difficile de faire rire avec un livre. Oui, j'ai ri avec Pierre Dac, L'os à moelle avec Alphonse Allais.
Enfin, Alphonse Allène, non, j'éclate pas de rire, en fait. Je suis juste émerveillée, amusée, réjouie, je souris. Je ris pas. Woody Allen, j'ai vraiment rigolé. Ouais, ça nous fait du bien, hein, je crois, effectivement, de lire d'autres névroses ou de se retrouver. Et c'est la capacité qu'il a à les retranscrire. Léon Spilart, vous voulez en parler un petit peu ? Si vous voulez, mais demandez-moi quelque chose, parce que sinon, je vais vous faire une notice Wikipédia. Moi, ça m'étonnerait. Mais moi, ce qui me plaît chez vous, c'est votre capacité à toujours nous faire découvrir des artistes, finalement, dont on aurait pu passer à côté. On ne les connaît pas forcément, c'est valable dans la littérature, on en reparlera, mais Léon Spilart, moi je l'ai découvert avec vous. Ah bah merci. Ça vous vient d'où, ça, cette curiosité incroyable, et ça se déclenche comment vous découvrez comment? C'est pas du tout calculé, c'est vraiment que tout m'intéresse. En fait, depuis petite, donc je vais tout le temps fouiner à la bibliothèque municipale où il y a des trésors et je fais de la propagande et j'encourage tous les gens à prendre une carte parce que justement, contrairement aux librairies, on n'est pas tributaire de l'actualité, donc on peut vraiment découvrir des pépites qui ont été publiées il y a plusieurs décennies et qu'on n'aurait jamais lues sans ce lieu-là. Il y a l'accident de tomber dessus et vraiment j'ai quand même un tempérament assez obsessionnel, donc quand j'aime un auteur, je regarde toujours. Après, je lis l'histoire de sa vie, qui l'a influencé, qui étaient ses amis. Donc après, je me dis, ah tiens, ce type a l'air intéressant. Donc je regarde la vie de ce type. Puis ce type me mène vers une amante qui était aussi une muse et une peintre. Et je me dis, mais qui c'est cette fille? Et je me renseigne sur elle. Et c'est comme ça que je découvre. Enfin, c'est vraiment de la curiosité pure. J'ai pas de mérite, en fait, puisque c'est... Vous y passez beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps, ouais. Mais c'est un vrai plaisir. C'est jamais un devoir. Et ça vous permet quand même de voir des amis, parce que c'est vraiment... Ouais. Parce qu'entre la lecture, la préparation des émissions... Je dors pas beaucoup, j'ai besoin d'énormément de sommeil, mais je dors peu. Ça, c'est du temps de gagner pour du temps de gagner, mais pour moi, c'est pas du temps de gagner, parce que j'aimerais bien dormir plus. C'est pour d'autres raisons, des démons, des démons et des perceuses que je dors pas trop. Mais... Et puis, je suis en... Comment ça s'appelle? En hypervigilance en permanence. Ça, c'est épuisant. Donc, au moindre bruit, enfin voilà, je guette le danger, en fait, comme je vois la vie, comme dans la guerre des mondes. J'attends toujours qu'un énorme fer à repasser à tentacules, là je parle de la version de Spielberg, débarque quelque part. Je scanne tous les lieux pour le danger. Par exemple, là, vous me parliez tout à l'heure, j'entendais un type descendre les escaliers tout au fond avec des clés. Donc, j'avais du mal à me concentrer, par exemple. J'étais prête à en découdre, à me battre. Et j'ai oublié la question, d'ailleurs. Ça, c'est mes problèmes de concentration. Est-ce que c'est pour ça que vous aimez Stephen King? Ah oui. Ah non, mais j'adore Stephen King parce que, en fait, les gens qui ne l'ont pas lu le jugent comme un auteur populaire parce qu'on le vend dans les grandes surfaces et qui fait des best-sellers. Alors, toute son œuvre n'est pas égale. Et il y a des livres qui sont pas super bien écrits. Enfin, après, c'est très subjectif. Hein. Oui, il y en a eu beaucoup. Hein. Ouais. Et puis, il y en a qui sont des chefs-d'œuvre. Pour moi, Misery, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment. Marche ou crève, qu'il a écrit sous pseudo, c'est un chef-d'œuvre. Il arrive quand même à nous passionner avec juste un groupe de jeunes garçons qui marchent. Ça, c'est un livre justement qu'on connaît moins et qu'on m'avait fait aussi découvrir. Ah bah, je suis ravie. Ouais. Marche ou crève, c'est génial. C'est une dystopie où de jeunes adultes doivent marcher, un peu comme dans On achève bien les chevaux, un marathon de danse, vous savez, où il y en a qui en meurent en fait, parce que c'est le dernier qui s'arrête, qui gagne. Ça dure des jours, on ne dort pas. Bah, c'est pareil, marche ou crève, quand on s'arrête, on se fait fusiller. Et on parlait de Misery. Les adaptations au cinéma, en général, vous les regardez? Oui, après de préférence. Elles sont souvent décevantes. Ouais. J'adore Kathy Bates, donc j'ai trouvé quand même que l'adaptation était pas mal. C'est assez édulcoré. Par exemple, American Psycho de Bret Easton Ellis, j'adore ce livre. L'adaptation est vraiment pas à la hauteur. Je pense que quand on lit, c'est vrai qu'on se crée quand même son propre monde. Ouais. Donc moi, je l'ai toujours un peu interprété comme ça. C'est pas évident après de découvrir la vision de quelqu'un d'autre, en fait. Non, mais il y a des réussites quand même. Fight Club, par exemple. Ouais. Alors, Bret Easton Ellis, justement, c'est un auteur que vous avez découvert comment? En fait, je sais plus comment je découvre les auteurs, parce que comme je passe ma vie à lire et à chercher des types et à faire les arbres généalogiques d'influence, j'ai aucune idée de quand je les découvre. Mais ça part toujours de vous. C'est jamais un ami dans une conversation? Si, souvent. C'est très souvent des amis dans des conversations. Mais Bret Easton Ellis, il me semble que non, j'étais petite. Je pense que mon père devait lire un de ses livres.
Donc il était dans le paysage, mais je l'avais pas lu. Je l'ai lu à l'âge adulte. Et pareil, en fait, c'est vraiment banal de dire qu'on adore Bret Easton Ellis, mais vraiment, j'adore. À nouveau, je trouve que son œuvre est inégale. Mais pour moi, Glamorama, Luna Park, ce sont des chefs-d'œuvre. Ouais. Moins que Zéro, j'ai pas trouvé ça terrible, mais c'est un des premiers à avoir écrit un livre comme ça, dans un style totalement minimaliste, qui montre voilà, le désenchantement total et le désinvestissement du monde de jeunes qui traînent en voulant meubler un vide intérieur et en s'abrutissant de drogue et de MTV, avec une extrême violence qui les choque même plus, parce que de toute façon, qu'est-ce qui choque aujourd'hui ? On a tout vu, plus rien n'est subversif. Je pense que maintenant, aujourd'hui, le subversif, c'est au contraire, c'est la bienveillance, parce que pour moi, la bienveillance, c'est pas du tout mièvre, parce que c'est un travail, la bienveillance, c'est pas du tout naturel. Enfin, ça l'est, mais avec toutes les couches de société dont on s'est enrobé pour se protéger contre la violence du monde, en fait, la bienveillance, pour moi, c'est ça la vraie résistance. Ou la tendresse, par exemple. Donc Bret Easton Ellis, je l'adore, je trouve qu'il décrit magnifiquement la violence et la brutalité du monde qui nous entoure, tout en étant excessivement drôle. Et je sais pas, la première page de Glamorama, si je me souviens bien, c'est un type qui doit s'occuper de l'ouverture d'une boîte de nuit, puis il y a une tache sur le bar qui l'obsède, et il devient fou. Et il devient absolument fou et obsédé par cette tache sur le bar, et il dit putain, mais cette putain de tache sur le bar, mais ça dure 10 pages. Et pas à un seul moment, il se dit je vais faire chier le lecteur. Et ça, j'adore. Parce que ça veut dire que je vous emmerde. Je suis là pour m'amuser et je suis là pour écrire. Et c'est ce dont j'ai besoin d'écrire. C'est un besoin vital. C'est impérieux. Je suis pas là pour épater la galerie. Je suis pas là pour faire l'animal de cirque et vous plaire et vous caresser dans le sens du poil. La folie, c'est un thème qui vous intéresse ? Ouais, vous êtes forte. C'est ce que je préfère en littérature, en fait. Je crois que tous mes romans préférés, c'est des monologues de folie. C'est La fin de Knut Hamsun. Ouais. C'est Les carnets du sous-sol de Dostoïevski. C'est tous les monologues où c'est n'importe quoi de Bret Easton Ellis. C'est Jérôme de Jean-Pierre Martinet. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Ouais. Autre trésor méconnu. Hein. Trésor méconnu absolu. C'est un de mes romans fétiches aussi. Mais je peux pas le recommander à tout le monde. C'est facile d'offrir L'homme D de Luc Reinhardt ou Carou de Steve Tezisch à n'importe qui. C'est très difficile d'offrir Jérôme. Des gens peuvent arrêter de vous parler après, pour toute la vie. Parce que c'est dérangeant, c'est noir, c'est sale, c'est le contraire du politiquement correct. Déjà à l'époque, mais alors aujourd'hui, alors là je vous raconte pas. Enfin, ce serait impossible de sortir ce livre aujourd'hui. Et c'est le style qui... Le style, il est extraordinaire. Je crois qu'il a été influencé un peu par Céline et les Russes, évidemment, mais le style, c'est magnifique. C'est de la poésie en prose, c'est de la folie pure, c'est lancinant, obsédant, musical, magnifique. On a envie de pleurer, on a envie de lui faire un câlin, on a envie de vomir, c'est tout ce que j'aime. Enfin, je déteste vomir, hein, mais... Et en revanche, La conjuration des imbéciles, non. J'ai jamais réussi. Ouais. J'ai envie de gifler le héros principal. Ouais. Je le trouve odieux. Parce que c'est vrai que c'est un livre qui aurait pu, dans la veine, vous plaire. C'est vrai. Ouais. Et tout le monde me le recommande. Je sais que c'est le livre fétiche de plein de gens. J'arrive pas à y accéder. Et alors justement, à quel moment vous savez que vous allez accéder ou pas ? Parce que parfois, on commence un livre, ça vient pas tout de suite. Est-ce que si ça vient pas tout de suite, vous continuez quand même Ou si ça vous agace, vous détournez très vite, parce qu'on n'a pas tant de temps que ça. En fait, je lis tellement que maintenant j'ai tendance à me détourner assez vite. Et là, je dois sans doute rater des choses. Mais par exemple, pour Belle du Seigneur, je me souviens que les 200 premières pages, je m'étais ennuyée, j'avais dû m'y reprendre à plusieurs fois. Et puis au bout de 200 pages, c'était fini, il m'avait happé. Et je suis contente d'avoir tenu bon. Ouais, vous êtes resté 200 pages quand même. Je suis restée 200 pages, mais parce que je crois que beaucoup de gens m'en avaient parlé et m'avaient dit vraiment c'est extraordinaire. Et La conjuration ? Je crois que j'ai essayé de le lire 2 ou 3 fois à des moments séparés par plusieurs années, j'arrive pas. Mais j'y reviendrai peut-être. Moi, je change souvent d'avis. Hein. Rien n'est tranché. D'ailleurs, quand quelque chose est tranché chez quelqu'un, je me méfie. Donc, je me méfie de tout le monde. Et comment vous faites, justement ? Parce que c'est assez vertigineux, le nombre de titres, enfin de livres. On en parlait tout à l'heure. Vous disiez, voilà, je ne vais pas me suicider tout de suite parce que j'ai tous ces livres à lire. Donc, merci cette pile à lire. Mais on n'aura peut-être pas le temps. Enfin, moi, je sais que c'est une angoisse que j'ai de lire tout ce qu'on a envie de lire. Comment vous gérez ça ? C'est difficile à gérer parce que parfois, pour les émissions, je lis des livres pas terribles que j'ai pas choisis.
souvent je lis des choses quand même très très chouettes. Parfois c'est pas terrible et je me dis mon Dieu, le temps de vie que ça m'enlève, je peux pas m'empêcher de voir quand même toutes les choses en me disant non mais là je suis vraiment en train de donner ce moment de vie à cet endroit et cette personne et tout ça alors qu'en fait je vais mourir. Non mais c'est vrai. Et alors mais à nouveau c'est ambigu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est on pourrait valable se dire pour aussi, tout. Quoi Ouais, c'est valable pour tout. Oui. Quand on a un dîner. Bien sûr. Bien sûr. Et puis en plus, moi, j'aime beaucoup l'inutile. J'aime vraiment passer des moments qui servent à rien, où on fait que trouver des sonorités rigolotes avec des amis. Je peux faire ça pendant des heures. J'aime l'inutile. Pour moi, la beauté de l'art, c'est je veux dire, l'art pour l'art d'Oscar Wilde. Ouais. Je tiens à ça, vraiment. Y a pas... J'aime l'absurde, j'aime le manque de sens. Parce qu'en fait, l'absurde en art, c'est le chaos de la vie, du réel qu'on subit tout le temps, mais orchestré. Donc il est beaucoup plus supportable. Mais est-ce que ce temps de vie qui se réduit met une pression quand même au moment de choisir un livre? Oui. Ouais, c'est clair. Vraiment. Non mais par exemple, je sais pas coudre du tout. Je sais pas repasser non plus. Je sais pas vraiment faire à manger non plus. Et à un moment, je m'étais dit, bon, il faut que j'apprenne à coudre quand même parce que je suis vraiment dépendante. Je déteste l'idée de dépendance. J'ai horreur de ça. Donc, je fais en sorte d'être indépendante dans tous les domaines. Et ben, à un moment, je me suis dit, bah non, en fait, je vais mourir. Donc, il faut quand même que je choisisse les endroits où je vais mettre mon énergie. J'ai pas envie d'apprendre à coudre. Donc, j'apprendrai jamais à coudre. Donc, je ferai en sorte de corrompre certains de mes amis pour qu'ils me recoudent un Qui bouton. vous aide à coudre. Ou j'irai payer des gens pour voilà, si j'ai un problème et qu'il faut recoudre quelque chose. Mais je n'apprendrai pas à coudre. Et les choix des livres que vous allez lire, ça se passe comment? C'est fulgurant, vous l'avez dans la main et ça y est, vous le commencez. Ouais. C'est vraiment comme une alcoolique. Il y a des livres qui traînent, je veux les lire, je veux tous les lire tout le temps. Un auteur m'intéresse, je le découvre, j'achète tous les livres, je veux tout posséder. C'est vraiment un rapport presque de drogué. Hein. Ouais, c'est pas... Je suis pas très équilibrée de ce point de vue-là, mais il y a plein d'autres endroits où je suis pas très équilibrée. Mais je dis pas ça pour me vanter. Hein. C'est au contraire, j'aimerais bien pour être à la hauteur de moi-même, d'être un peu plus dans certains endroits, mais j'ai des piles de livres partout. Je suis envahie par les livres. Il y en a partout chez moi. Je me prends les pieds dedans. À chaque fois que je les range un tout petit peu, une semaine plus tard, il y en a à nouveau qui s'amoncellent à côté de mon lit. Je peux pas faire autrement. J'adore ça m'excite. Est-ce qu'il y a beaucoup de contemporains? Non, il y a beaucoup plus de classiques. Mais quand même, oui, il y a beaucoup de contemporains, parce que Jean-Pierre Martinet, il s'est suicidé, évidemment, mais c'est un contemporain. Sioran, c'est un contemporain, mais bon, il est mort aussi. Chuck Palahniuk, il existe. Bret Easton Ellis est toujours en vie. Michel Houellebecq aussi, même s'il fait tout pour ne plus l'être. Enfin, ils sont là. Steve Tezisch, pareil, il est mort, mais il n'y a pas si longtemps. Ouais, il y a beaucoup de contemporains, finalement. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien les suicider. Virginia Woolf. Mais quand vous la lisez, est-ce que vous le ressentez ça, dans son écriture, non, son rapport? Forcément. Ouais. Pas forcément. Non, alors que Jean-Pierre Martinet, on le ressent. Qu'est-ce que vous aimez chez Virginia Woolf? Son intelligence. Pareil chez Françoise Sagan, qui m'exalte encore plus dans ses interviews que dans ses romans, en fait. Il y a un petit livre extraordinaire d'elle, qui est publié à Lerne, mais un tout petit livre noir. C'est ses entretiens. J'ai jamais rien lu d'aussi intelligent, étincelant. Elle a des mots d'esprit, c'est fabuleux. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un esprit. Comme Dorothy Parker, on parlait d'Oscar Wilde, ça relie ça pas mal dans les choses que vous aimez. Oui, l'esprit. Même Michel Houellebecq, qui je sais, c'est pas de bon ton non plus aujourd'hui de l'aimer, mais bon, vraiment, vous avez compris que moi, quand je lis, je suis pas avec les vivants, je suis avec les livres. Donc, les œuvres, ouais. Pour moi, il n'y a pas de morale dans l'art. Alors, on parlait de Virginia Woolf, justement. Est-ce que vous lisez beaucoup de femmes? Ou peut-être un peu moins, quand même Un peu moins. Un peu moins, je le regrette. Souvent, on m'a souvent demandé mes écrivains préférés, et puis j'ai pas pu faire autrement que de constater qu'en effet, il y avait très peu de femmes dedans. Il y avait Woolf et Sagan. Ouais. Il y a Madame de Sévigné, mais c'est un autre genre. Si je cherchais bien, évidemment que je trouverais.
je pense que c'est une chose culturelle et historique, c'est que déjà, numériquement, elles ont moins écrit. Et je trouve ça formidable, en revanche, que là, ça change. Enfin, il y a toujours des femmes qui ont écrit, mais je veux dire, là, vraiment, c'est vraiment en train de changer. Et là, enfin, on a des héroïnes qui sont géniales. Parce qu'avant, quand on pensait à quelqu'un de cool, c'était forcément un héros. C'était vraiment rare que ce soit une héroïne. Moi, j'en avais pas. Mes points de référence, les gens auxquels je voulais ressembler dans les romans, c'était des types. C'était pas des femmes. Les femmes avaient toujours des rôles de muses où on les admire, elles sont magnifiques, elles sont inaccessibles. On s'ennuie. Enfin, je veux dire, moi, j'ai envie d'être le type qui... J'ai envie d'être le détective privé qui se frotte à des prostituées en fumant son cigare avec son mauvais whisky dans son bureau et qui dit cette petite pépé aux jambes interminables, fit irruption et je suis tout de suite que j'aurai des problèmes. C'est ça. Un petit côté Bukowski. Ouais, Pulp. Ouais. La parodie de roman de détective, mais Le Grand Sommeil de Chandler, génial. Jim Thompson, j'adore. Pareil, moi, enfin... Ouais. Et on parlait de la langue. Par exemple, Nathalie Sarraute, vous n'êtes pas encore... Alors, je ne l'ai jamais lu. Je pense que ça vous plairait. Cette année, j'ai lu, par exemple, les ouvrages d'Hélène Gianecchini, et j'aime énormément. Enfin, je veux dire, il y a plein d'écrivains femmes que j'adore. Pardon, il faut dire écrivaine, je suis encore perdue. Pas forcément. Moi, Les j'aime femmes bien qui le mot écrivent. écrivain. Ouais. Mais bon. J'aime bien le mot poétesse, bizarrement. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment esthétique comme choix. Mais je sais qu'après, on va me dire non, mais tout est politique, blablabla. Mais ils ne sont pas là et je ne les entends pas. Donc là, c'est moi qui décide. Mais alors justement, la poésie, les poétesses... Pas si sensible que ça à la poésie. Pour moi, en poésie, vraiment, c'est Baudelaire et Houellebecq, quoi. Mais Houellebecq... Ouais, ses poèmes sont merveilleux, Michel Houellebecq. Ouais. C'est pas ce que je lis le plus, la poésie, vraiment. Et Baudelaire, alors, on n'en a pas parlé. Baudelaire, je l'adore, évidemment. Moi, j'aime tous les types fin de siècle qui allaient mal et qui avaient la syphilis. Donc, Baudelaire, je l'adore. Il va tout le temps mal, il est fou amoureux, il est exalté, tout le heurte. Il écrit divinement bien, il a un vocabulaire exquis. C'est putrescent, c'est voluptueux, c'est noir, c'est les ténèbres et c'est des diamants, quoi. C'est vraiment un cadavre en décomposition sur lequel on a posé des diamants. Vous le relisez souvent? Il est près de vous, près de votre lit? Je sais que vous aimez bien lire dans votre lit. Ouais. Il est jamais loin. Et depuis Baudelaire, vous n'avez pas retrouvé d'autres... J'adore, en fait, ça va à nouveau être banal, mais en fait, il y a beaucoup de choses banales. Et c'est pas pour rien en fait que c'est banal, c'est que c'est tellement extraordinaire que ben oui, ça a remporté le suffrage de la plupart d'entre nous. Les Fables de La Fontaine, c'est merveilleux. Ouais. Par exemple, en ce moment, depuis ces 36 dernières années, je suis assez angoissée, donc je prends du Xanax. 36, vous avez 36 ans. Oui. Et le Xanax, ça c'est assez délétère pour la mémoire. Donc en ce moment, j'apprends une Fable de La Fontaine. Laquelle? La jeune veuve. Non, ne me demandez pas de vous la raconter, ça va être un piège. Mais là, ça y est, je viens enfin de la prendre en entier, je suis très contente. Et ça, vous faites souvent Pas du tout, c'est vraiment juste pour pouvoir prendre du Xanax en toute impunité. Est-ce que vous allez toujours autant à la bibliothèque? Comme vous le disiez tout à l'heure, vous soulignez le fait d'avoir accès et de ne pas être écrasé par les rentrées littéraires et les livres du moment. C'est toujours votre endroit préféré? Vous y travaillez? Oui. C'est difficile d'y travailler souvent parce qu'elles sont prises d'assaut par les étudiants. Ouais. Mais j'y vais tout le temps. J'adore ça, je peux pas m'en empêcher. C'est un des rares endroits où je ne peux pas être mélancolique. Je peux pas être mélancolique dans une bibliothèque et à l'arrière d'un scooter, mais je ne sais absolument pas pourquoi. Ce sont les deux endroits où je peux pas être triste. Mais à l'arrière du scooter, c'est pas à vous l'arrière. Ouais. Oui, si je suis devant, je pense que je suis pas mélancolique, mais je meurs au bout de 10 secondes. Et pas devant une choucroute non plus ou devant une raclette, mais ça c'est difficile. Mais est-ce que vous prenez des notes? Est-ce que quand une citation vous plaît, est-ce que vous archivez un petit peu vos en fait, lectures? je suis pas du tout organisée, je suis très très bordélique, je souligne tout. Ouais. Et je recopie pas. Et puis sinon, j'ai une liseuse sur laquelle j'ai des milliers de livres et là je les surligne et là c'est plus facile pour archiver parce que bon, c'est déjà fait. Ça, c'est vrai que vous aimez bien la liseuse. Oui, contre toute attente. Oui. J'étais persuadée que j'aimerais jamais ça. Et finalement, le confort de lecture est tel, comme je suis tout le temps encombrée de plein de livres, et je déménage souvent, donc là, je vais redéménager à nouveau, et
Et en fait, j'ai pas 40 cartons de livres, sachant que j'ai déjà des boîtes de livres dans des caves de plein d'amis différents, dispersés. Et, enfin voilà, c'est mon tombeau, en fait, les livres. Est-ce que vous pouvez être ami avec des gens qui n'aimeraient pas lire? Est-ce que c'est un... Ça me ferait bizarre de pas pouvoir parler de livres avec quelqu'un, mais oui, ça doit. Je suis sûre que dans mes amis, il y a peut-être des gens qui aiment pas lire. Je sais pas, je me suis pas posé la question. Vous en parlez souvent avec vos amis, justement, de vos Oui. lectures? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez partager Oui, beaucoup. pour donner envie? Ça vous donne envie aussi d'écouter les autres parler des... Ah mais tout le temps. En Ouais. fait, j'ai sur mon téléphone, j'ai une note qui est beaucoup trop pleine, où en fait, à chaque fois que quelqu'un me parle d'un livre que j'ai envie de découvrir, je le note et puis. Enfin, d'ailleurs, cette phrase est pas correcte parce que s'il m'en parle, je le connais pas, donc j'ai pas envie de le découvrir avant qu'il m'en parle. Bref, il m'en parle. Et là, je me dis, oh non, mais ça a l'air génial. Je le note et je sais que c'est mon prochain achat. Ouais, vous avez vraiment plaisir à partager. J'adore ça. Ça sert à ça aussi. Puis c'est tellement solitaire l'expérience de la lecture. Il n'y a rien qui crée plus d'émulation que de partager des choses qui nous ont bouleversés. Mais parfois, un livre, ça peut aussi vous toucher, même si ça passe pas par le fait de vous bouleverser. Ou quand même, c'est le critère... Ah non, bien sûr, non, mais j'emploie toujours des superlatifs parce que j'ai une tendance à l'excès. Mais oui, il faut que je me calme avec les superlatifs. Et pourquoi il faudrait que je me calme avec les superlatifs? Bah oui. Non, résistance. Pourquoi? Absolument. Non, d'accord, j'assume les superlatifs, mais non, bien sûr, bah oui, mais parfois il y a des livres charmants, Ouais. voilà, qui bouleversent pas. Moi, j'ai pas envie d'être bouleversée tout le temps, c'est fatigant d'être bouleversée. Par exemple, Carou de Steve Tezisch, c'est la plus grosse claque que j'ai reçue en littérature ces 10 dernières années. Je pourrais pas le lire tous les jours, c'est une expérience éprouvante. Physique. Sans doute. Je me souviens que je l'ai commencé, c'est la seule fois de ma vie où j'ai lu un livre en une journée. Je me suis réveillée le matin, je l'ai commencé et je l'ai terminé le soir. Est-ce J'ai que pleuré et ri et c'était incroyable. vous êtes passé par toutes les émotions? Est-ce que vous pouvez comprendre que des gens passent complètement à côté de ça? Bien Parce que là, sûr. nous, on se parle, on adore lire toutes les deux. Bien sûr, je peux totalement comprendre. Et à nouveau, tout à l'heure, je vous disais, je me méfie toujours quand les gens ont un avis tranché. Moi, vraiment, je peux changer d'avis très facilement. Je demande que ça en plus. Et puis surtout, dans l'art, qui est quand même quelque chose qu'on reçoit en premier avec sa sensibilité, on peut pas convaincre quelqu'un. Il y a des choses qui toucheront certaines personnes et pas d'autres. Et heureusement, c'est comme en amour, c'est comme la beauté. On peut tomber amoureux de quelqu'un qu'on trouve beau soi, alors que tous les autres le trouvent plutôt repoussant. Et c'est ça qui est merveilleux. Heureusement qu'il y a ça. Mais qu'est-ce que vous pourriez quand même dire pour donner à quelqu'un qui ne lit pas, pour lui donner envie de lire? Parce que c'est quand même, c'est vrai que c'est un sujet. On a évidemment avec les écrans, etc. Comme vous le diriez, ça peut sembler banal, mais c'est un vrai sujet quand même sur le temps qu'on a aujourd'hui, dont on dispose, celui qu'on accorde à la lecture. C'est très difficile. Je pense que là, pour le coup, Daniel Pénac, dont c'est la spécialité, pourrait mieux convaincre que moi. Ou Neil Gaiman, qui a aussi fait des très beaux textes dessus. Je sais pas ce que je dirais. C'est une compagnie, c'est merveilleux. On apprend tellement de choses. Je veux dire, c'est comme si on avait des gens... parce qu'on peut les choisir et c'est des gens de qualité vraiment qu'on peut choisir, auxquels on peut avoir accès, même s'ils nous aiment pas. Parce que dans la vie, parfois on s'entiche de gens qui nous aiment pas et ils veulent pas nous fréquenter, alors que là, ils ont pas le choix. On capture Shakespeare. On lui demande pas s'il veut passer la nuit avec nous. Je veux dire, Shakespeare, il voudrait pas passer la nuit avec la plupart de ses lecteurs. Bon, je sais pas, cela dit, je connais pas ses mœurs, mais pourquoi on trouve ça aussi essentiel? C'est essentiel quand même pour la société. C'est essentiel. Parce que c'est de la pensée posée sur du papier, c'est de la pensée qu'on a réussi à emprisonner dans un objet et qu'on peut consulter à toute heure du jour ou de la nuit. Il n'y a pas besoin de technologie, il n'y a pas besoin d'électricité. Enfin, pour produire le livre, si, évidemment, mais c'est du papier. Il est là, tout le temps accessible, on peut l'avoir dans sa poche et être sur une île déserte. C'est extraordinaire. Mais il y a un autre truc qui me fascine, c'est que des tout petits signes à l'encre noire signifient autant pour nous, alors que c'était arbitraire. Alors, notre épisode de podcast touche à sa fin. Avant de vous proposer de lire un extrait d'un livre que vous avez amené, que vous avez choisi, on va se prêter à l'exercice des questions flash. Alors, c'est une question, une réponse, prescription littéraire. Réponse courte. Réponse courte. D'accord. Le livre Pansement pour un chagrin d'amour. Remède à l'amour d'Ovide. Après l'art d'aimer. Ah oui,
Oui, parce que l'art d'aimer, il croyait en l'amour. Ensuite, il a vu que c'était vraiment que source de problèmes et il a écrit Remède à l'amour. Le livre antidépresseur. Les chroniques de la montagne d'Alexandre Vialat. Ouais. Ça, c'est un livre que vous aimez beaucoup. Ah, c'est génial. C'est un enchanteur, Vialat. Il rend tout fascinant, il s'intéresse à tout. La langue est incroyable et il a influencé Pierre Desproges. Le livre réparateur. Alors, je crois pas qu'on puisse être réparé. Le livre qui régénère. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais donc je l'ai un peu pris comme antidépresseur. Ouais. Comme une vitalité. Il y a quelque chose. Tout Alphonse Allais, Ouais. Woody Allen, et un Polonais qui s'appelle Sławomir Mrożek. Ouais. Et c'est des petites nouvelles absurdes que j'adore. Alors, on en parlait tout à l'heure des superlatifs. Le livre qui bouleverse. Carou de Steve Tezisch ou Le Roi Lear de Shakespeare. Le Carou, il vous a bouleversé Comme peu de livres. Je peux pas dire pourquoi, parce que sinon ça dévoile l'intrigue. Le livre pour comprendre le monde. Bon, ça va être une réponse assez pessimiste, mais c'est vraiment, pour moi, extension du domaine de la lutte de Michel Houellebecq. Ouais, le libéralisme appliqué à tous les domaines, hélas. Hélas, ouais. Parce que c'est un livre qui a quelques années, mais malheureusement... Ouais. Assez visionnaire, malheureusement. Ouais. Mais il y a quelques petits groupuscules de résistants, quand même. Ouais, je pense. Ouais. Ça nous oblige un peu, hein. Ouais, et puis des hypersensibles, en fait, j'en rencontre plein. On est toujours, moi je dis toujours, on est toujours beaucoup plus nombreux qu'on ne pense. Oui, ça c'est très rassurant. Et c'est très rassurant. Le livre pour amuser la libido. Alors, moi je suis très pudique, et en plus je suis pas hyper sensible à la littérature érotique. Ouais. Donc je sais pas, pour répondre à un truc, je dirais Anaïs Nin, mais franchement je sais pas. Le classique indispensable. Madame Bovary de Flaubert. Un bijou méconnu, alors ça, je pense on peut réouvrir un épisode. Sławomir Mrożek, en France, il est méconnu, en Pologne, il est connu. Daniel Harms, qui est le précurseur de l'absurde russe, et Jérôme de Jean-Pierre Martinet. Le coup de cœur du moment. Roi, Dame, Valet de Nabokov. C'est délicieux, c'est magnifique. Superlatif. Mais en fait, c'est pas du tout le plus connu de Nabokov. Il parle d'une question très banale, un adultère, un triangle amoureux, et chaque phrase est sublime. Et alors, j'ai envie de rajouter une petite question là, parce que on parlait tout à l'heure de Remède à la mélancolie et 8 années d'émissions qui se sont terminées en juin dernier. Et là, donc, je crois qu'il va y avoir un nouveau programme. Oui. Qui va s'appeler l'embellie. Alors, ce serait quoi l'embellie et ce serait quoi les premiers livres pour aller vers l'embellie? Alors là, vous me posez une colle, parce que moi, l'embellie, déjà, c'est un concept qui m'est un peu étranger. Ouais. Et l'embellie, c'est temporaire, hein, je le rappelle. Qu'est-ce que vous avez envie de raconter avec cette nouvelle émission avec l'embellie? En fait, c'est un peu comme les Pokémon quand ils évoluent. L'embellie, c'est le Pokémon de Remède à la mélancolie évolué. C'est-à-dire que ça fait 8 ans qu'on se regarde le nombril en disant « je vais mal ». Et voilà. Et là, d'un coup, je trouve ça formidable d'arrêter avec le spleen et de dire « bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Ça va être tourné vers l'action. C'est-à-dire, l'embellie, ça va être évidemment toujours ma question obsessionnelle, hein, qui est la question en fait de tout le monde. C'est comment habiter le monde de la façon la moins douloureuse possible. Ouais. Mais en y participant cette fois-ci. Justement, on était en retrait là avec la mélancolie et là je voudrais qu'on interagisse avec le monde, qu'on soit investi. C'est ce que vous ressentez aussi vous-même actuellement? Ouais, je crois que ça va aussi avec un cheminement personnel. Cheminement personnel, non mais c'est ridicule. Voilà, c'est comme les gens qui disent non mais ouais c'est une nouvelle aventure. Ou alors j'aimerais aussi passer un message, j'en profite. Ouais. Arrêtez de dire ça me challenge. Et puis le mot défi est tellement beau. Ouais. Voilà, ça c'était ma petite seconde réac. Et j'ai esquivé votre question en plus là. Ben ouais. Mais du coup c'est un nouveau défi, voilà, quand même, d'aller vers cette embellie. Oui, non mais si, ça va dans le sens où oui, la mélancolie, il y a quelque chose de plus passif. Et puis
l'embellit, voilà, on y va, on participe au monde et on se brûle donc avant de mourir. Mais en fait, c'est ça, être en vie. Prendre des risques et l'action, il y a forcément le risque de se faire très mal. Alors, on va se quitter bientôt. Ouais, ça me fait très mal. Qu'est-ce que vous avez ramené alors comme livre dont vous allez nous lire un extrait? Alors, Quel est votre choix pour cet épisode? C'est pas très surprenant parce que je pense que je l'ai déjà lu pas mal de fois à divers endroits, mais je ne m'en lasse pas. C'est l'un de mes romans préférés que j'offre à tout le monde, L'homme D de Luc Reinhardt, Ouais. qui est donc l'histoire d'un psychanalyste qui supporte plus sa vie quotidienne et qui décide de jouer toute sa vie au dé, donc pour justement se déconditionner totalement de tout déterminisme. Et c'est donc les dés qui vont décider de toutes ses actions. Et donc ça peut autant être 1, je vais dans la chambre de ma femme et je l'embrasse. 2, je vais violer la voisine. 3, je commets un meurtre. Ça peut vraiment être ça à chaque fois. Et quand le dé décide, il le fait. Il exécute l'ordre du dé. Alors là, c'est le tout début et il explique où il en est. Des îlots d'extase dans un océan d'ennui, telle est la vie, et passé l'âge de 30 ans, on a rarement une terre en vue. Dans le meilleur des cas, on erre d'un banc de sable tout rongé au suivant, bientôt familiarisé avec le moindre grain de mica. Lorsque je soulevais ce problème avec mes collègues, ils m'assuraient que l'étiolement de la joie était aussi naturel chez l'homme normal que la décadence de sa chair, et qu'il était dû à des changements physiologiques fort analogues. La psychologie avait pour but, me rappelait-il, de diminuer la souffrance, d'accroître la productivité, de lier l'individu à sa société et de l'aider à se connaître et à s'accepter. Il ne fallait pas modifier nécessairement les habitudes, les valeurs et les intérêts du moi, mais les envisager sans idéalisation et les accepter telles quelles. Un tel but thérapeutique m'avait toujours paru fort évident, et même souhaitable, mais après m'être fait analyser avec succès, et avoir vécu un bonheur modéré et connu une réussite modérée avec une femme et une famille moyenne pendant 7 ans, je m'aperçus soudain, vers mes 32 ans, que j'avais envie de me tuer, et de tuer aussi plusieurs autres personnes. Ça vous ressemble, ce choix. Merci. Mais moi, je suis passée à l'acte et j'ai tué toute ma famille. Elle va rester encore longtemps en vie avec nous Je vais essayer. pour qu'on puisse encore partager plein de recommandations et plein d'envies de lecture. Et ben, merci beaucoup, Eva Bester. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Et ben, merci à vous. À très bientôt. À bientôt. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild.